Coucou les filles, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur un sujet qui a rien à voir avec les vidéos pour lesquelles que je traite habituellement sur ma chaîne, à savoir l'alopécie androgénétique, les volumateurs capillaires, etc. J'ai envie de vous parler de troubles de développement du langage oral et de dysphasie, ce qui est la même chose en fait, et plus spécifiquement de ce qu'on vit en tant que mère quand on peut avoir un enfant éventuellement atteint de ce type de handicap invisible. Pourquoi cette vidéo? Parce que je pense que c'est important de partager sur le sujet le ressenti qu'on peut avoir en tant que maman en fait, ou que père, quel que soit, enfin l'un ou l'autre c'est pareil je pense, quand notre enfant peut être atteint de ce type de trouble. Parce qu'en fait, c'est peut-être le cas pour mon fils, c'est pas encore clairement diagnostiqué. En fait, on se retrouve un peu dans une espèce de spirale infernale où on se sent très seul, où il y a au final des tonnes d'informations sur internet, mais c'est des informations qui sont très je sais pas comment dire, très précises, très détaillées, très pointues. On ne sait pas si notre enfant il est touché par ça, c'est assez catastrophique. Et surtout, des témoignages de parents n'en trouvent pas tant que ça. Je sais qu'il y a un podcast qui existe sur la dysphasie, donc si jamais vous êtes intéressé par le sujet, voilà. Mais finalement, des témoignages à la fois de personnes, d'adultes atteints de dysphasie, de jeunes, d'ados ou de parents d'enfants atteints de troubles de développement du langage oral, on n'en trouve pas. Et je pense que c'est important de parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose de très méconnu. Moi, je vois quand j'en parle autour de moi, personne n'a jamais entendu parler de ça. On entend de plus en plus parler des troubles 10, puisque ça fait partie des troubles 10. Mais finalement, la dysphasie, ou le trouble spécifique du langage oral, on en entend très peu parler, on ne sait pas comment ça se manifeste. Et quand, en tant que parent, on découvre que peut-être notre enfant est touché par ça, c'est un peu comme le ciel qui nous tombe sur la tête et on rentre dans une sphère qui est différente, qui est une sphère du handicap en fait. Alors c'est pas un handicap comme être en fauteuil roulant, c'est pas comme de l'autisme, c'est autre chose, mais ça n'empêche qu'en tant que parent, on n'est pas forcément prêt. Donc je vais vous parler de ça, du parcours que j'ai eu, sachant que mon fils n'est pas aujourd'hui clairement diagnostiqué, mais c'est une possibilité pour lui, et en tout cas, bon bref, je rentrerai plus en détail après, mais je trouvais que c'était important peut-être de faire des vidéos sur le parcours un petit peu qu'on a en tant que parent, parce que sachant que nous on est vraiment au tout début, mon fils a 4 ans, je sais que moi les témoignages de parents que j'ai pu entendre, que j'ai réécouté d'ailleurs plusieurs fois sur le podcast dont je vous parlais, m'ont fait beaucoup de bien et m'aident à avancer, et je pense que c'est important de parler de ces sujets-là parce que j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qui est un peu tabou dans la société, de parler de... Alors c'est un mot fort, le handicap d'un enfant, mais en réalité c'est le handicap d'un enfant et c'est des mots qui sont difficiles à encaisser en tant que parent, et je pense que c'est important de parler de ces sujets-là. Alors je vais d'abord raconter un petit peu comment cet éventuel problème de santé en fait a été détecté chez mon fils, même si pour l'instant il n'y a aucun diagnostic de clairement posé, et ça fait aussi partie de la difficulté du parcours, je trouve. En fait, j'ai gardé mon fils à la maison jusqu'à l'âge de 3 ans. Il n'a pas été scolarisé ni en crèche ni quoi que ce soit, parce que j'étais en congé parental, et il est rentré à la maternelle du coup. Il a eu 3 ans en décembre, donc c'est vrai que c'était un enfant très jeune, quoi. Il est rentré en maternelle, voilà. Et en fait, il parlait pas vraiment à l'époque. Il disait que quelques mots, je sais pas, une dizaine de mots. Il faisait pas des réelles associations de mots. Il allait dire papa, maman, Fifi pour sa sœur Sophie. Arrête, je sais plus combien il y avait de mots, mais vraiment très peu, il s'exprimait pas. Et c'est vrai que moi ça m'avait jamais inquiétée, parce que je suis pas forcément d'un naturel inquiet à comparer. C'est mon deuxième enfant, c'est pas mon premier, donc c'est vrai que j'étais pas dans
quelle est l'évolution d'un enfant à cet âge, et surtout, bah, c'est vrai qu'on dit souvent les enfants qui marchent tôt, ils parlent tard, il y a des enfants qui parlent tard, c'est normal, donc j'étais pas inquiète du tout en fait. Et en fait, quand il est entré à la maternelle, très vite, au bout d'1 mois et demi, j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse. Parce que déjà, bon, il n'était pas propre, la propreté était... Enfin, c'est même pas qu'elle était compliquée, c'est qu'il n'était pas propre du tout, il se braquait complètement et tout. Et bref, j'ai un rendez-vous avec cette maîtresse de maternelle. Moi, je ne sais pas ce qui m'attend, je sais que c'est un peu compliqué pour mon fils, mais il n'a jamais été gardé, tout ça. Et en fait, là, on discute et elle me dit, voilà, je sais pas ce qu'il y a chez votre fils, mais moi, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Sachant que c'est une maîtresse assez âgée, qui était, je pense, assez proche de la retraite. Et elle me dit, il y a un problème, je sais pas lequel. Et elle me dit ça de manière très abrupte. Bon, d'abord, elle me dit qu'il fait des crises en classe, qui se roule par terre, qui veut pas participer aux ateliers, qui se met en colère, qui veut rien faire. Et c'est vrai que je reconnais pas mon fils parce que moi, à la maison, ça se passait bien. Je dis pas qu'il n'y avait pas des colères de temps en temps, mais c'était un enfant comme mes autres enfants. J'ai 3 enfants, donc je veux dire, un enfant de 3 ans, je sais que parfois ça peut faire des colères, mais pas plus que... C'était plutôt un enfant calme et plutôt gentil, placide. Et là, elle me dit qu'il veut pas participer, qu'il est très fatigué, qu'il accepte pas de mettre ses chaussures, enfin bref, reproche sur reproche sur reproche. Et elle me dit après, je pense qu'il y a un problème. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit en fait là? Et elle me dit, je dis, mais vous pensez à de l'autisme? Elle me dit, je pense pas, parce qu'il communique, il regarde et tout. Donc déjà, elle était pas sûre, mais elle me dit, je pense à un léger retard mental. Je suis désolée, je suis un petit peu obligée de couper parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et c'est bizarre parce que cette histoire, je l'ai racontée des milliers de fois, mais c'est le fait peut-être de le raconter devant une caméra, de tout ça qui me meut. Elle me dit, je pense à un... Elle me dit peut-être pas, mais peut-être un léger retard mental. Elle me dit ça devant mon fils en plus qui est là, qui suce ses doigts et tout, qui est à côté, Et en fait, là, moi, j'encaisse ça. En plus, j'étais toute seule, il n'y avait pas mon mari. Et je dis, ok, bah, elle me dit, je vous conseille d'aller au centre d'aide médicale précoce. Donc, c'est un centre où on détecte chez les enfants d'éventuelles problématiques, où on pose des diagnostics, etc. Donc, moi, déjà, rien qu'elle pense à m'adresser vers ce centre, ça me... Mon monde s'écroule, quoi. Genre, je sors de là, je pleure, Et surtout, à ce moment-là, je pense qu'elle peut avoir raison, en fait. Alors que j'avais jamais rien remarqué chez mon fils d'anormal. Donc, à la fois, je pense qu'elle a raison, et à la fois, je pense qu'elle est folle. Je me dis, mais elle a vraiment un problème de me balancer un truc comme ça. Et en fait, le lendemain, je décide de ne pas l'amener à l'école parce que j'étais tellement en panique, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé la nuit à lire des choses sur les déficiences mentales. J'imaginais déjà mon fils à 20 ans avec une déficience mentale qui travaillerait dans des services d'entreprise pour les personnes déficientes mentales et tout. Et j'ai rien contre ces personnes-là, hein. Il y a vraiment pas de jugement. J'ai déjà travaillé dans ce type de service, justement, bah, des fois les stages de 3e, tout ça. Et en fait, évidemment, c'est pas des sous-personnes et tout, et c'est vraiment pas l'objectif de la vidéo de dire ça, mais à un moment, projeter son fils sur ce type de situation, c'est très très compliqué en fait. Et du coup, j'en dors pas de la nuit, j'ai perdu 2 kilos dans le week-end, enfin bref, je mangeais plus, Pour moi, là, on venait de me diagnostiquer sur mon enfant un autisme ou quelque chose comme ça. Sachant que dans ma famille, moi, je connais une petite fille qui est autiste. J'ai aussi, j'avais un membre de ma famille qui avait une trisomie 21, donc je suis très sensibilisée à ces problèmes-là. Donc, elle me parlait pas d'autisme, mais je voyais bien que mon fils n'avait pas ce type de problème. Mais le côté légère déficience mentale, je peux vous dire que ça a fait très 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 très
mal, ça a été très dur à encaisser. Et en fait, je suis désolée, cette vidéo, je pense, va être très longue, en fait, parce que je vais tout raconter. Mais ça me fait du bien et je pense que c'est important pour d'éventuelles mamans ou papa ou parents, en gros, qui vivent ce type de choses. Et donc, dès le lendemain, je prends rendez-vous chez un médecin généraliste et chez une pédiatre parce que je voulais avoir le plus d'avis possible. Donc, la pédiatre fait quelques tests. Le test du cube, vous savez, fait poser 3 cubes et tout. Elle fait quelques petites choses. Le médecin aussi, ils me disent bon, c'était pas son rôle de maîtresse de poser de tels diagnostics. La pédiatre détecte quand même qu'il y a un truc au niveau du langage, que il s'exprime pas assez pour son âge. Et donc elle l'oriente vers un orthophoniste pour un bilan. Et le médecin me dit ouais, lui il pense pas comme ça qu'il y a un problème cognitif. Mais il me dit, le fait que la maîtresse vous dise quand même ce genre de choses, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être un simple trouble des apprentissages, mais il y a peut-être à creuser, donc il faut peut-être quand même l'orienter vers le CAMS. Et en fait, sur le coup, j'avais été rassurée par la pédiatre, ça m'avait fait du bien et tout, qu'on me rassure avec des tests en fait. Du coup, j'ai pas pris rendez-vous tout de suite au CAMS, parce que, mine de rien, c'est un pas à faire aussi d'aller dans ce type de centre. Je me suis un peu calmée et en fait, on a fait rapidement un bilan orthophonique. Et en fait, le bilan orthophonique a révélé qu'il y avait un gros retard de langage, aussi bien réceptif, donc compréhension, que expression. Après, moi, je savais qu'il avait un retard de langage à ce moment-là, mais c'est vrai que ça m'inquiétait pas, en fait. Pour moi, il était petit, il avait 3 ans, c'était mon petit bébé, il allait grandir, il allait parler, quoi. Et en fait, bref, un jour, je vais en classe parce que la maîtresse avait proposé d'aller en classe. Et en fait, mon fils avait toujours des gros problèmes d'adaptation à l'école. Des crises de nerfs, il était tellement fatigué que dès 11 h, il voulait plus participer aux activités. Moi, tous les jours, j'avais des reproches de la maîtresse sur son comportement. Il tapait beaucoup les autres élèves, donc ça, c'est important aussi. Justement, je vais insister sur le comportement. Le comportement en petite section de maternelle, et d'ailleurs même en moyenne section, a été très très compliqué parce que et à l'époque, je le comprenais pas comme ça, mais grosse fatigue, rapport frontal avec la maîtresse où du coup il était tellement braqué qu'il se cachait sous des bancs, elle me racontait des trucs, il s'endormait à même le sol dans la cour, enfin ça a été vraiment une année très très compliquée parce que il se conformait pas en fait, il rentrait pas dans le cadre et je savais pas quoi faire. Je ressentais que ce qu'on me renvoyait c'était des problèmes d'éducation, enfin on me l'a jamais dit comme ça, mais moi je savais pas quoi faire parce que j'avais pas ce problème à la maison et clairement au niveau de la scolarisation c'était compliqué. Et en fait un jour elle me demande de venir, mais avec d'autres mamans en fait, si on veut venir participer en classe. Et là, pour les coups, j'ai vu un peu comment ça se passait. Alors, il ne s'est pas roulé par terre ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a certains ateliers qu'il ne voulait pas faire et on ne pouvait rien en tirer. J'étais là à côté, je disais, s'il te plaît, Grégory, fais-le. Je me sentais tellement mal en plus que la maîtresse le voit, puis elle passe, elle dit, voyez, c'est toujours comme ça. En fait, c'était vraiment compliqué, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je décide de prendre rendez-vous au CAMS. Et donc je conseille vraiment aux familles qui sont orientées vers le CAMS d'y aller. Si vous êtes près de Nîmes, le CAMS de Nîmes est vraiment un endroit incroyable. Moi j'ai été reçue par un médecin incroyable qui nous a reçus pendant 3 heures. Il m'a écouté pendant 3 heures, il a analysé Grégory pendant 3 heures. Il a pu le voir un peu dans tous ses états, c'est-à-dire au départ quand il est gentil, calme, qui joue et tout, et puis en fin de matinée quand il fatigue et que ça devient compliqué et qu'il n'arrive pas à s'exprimer et que du coup il part dans une sorte de crise de colère. Et en fait il a tout testé au niveau de l'intelligence, etc. Et en gros ce qui est ressorti de ces bilans là, c'est que il y avait un problème de gros retard de langage, donc à ce moment là il était déjà pris en charge par un orthophoniste et donc retard de langage, mais faculté intellectuelle complètement normale. Et donc, ce qui est un peu compliqué à ce moment-là, c'est que quand on voit les orthophonistes et tout, et donc là, c'est aussi ce message de prévention que je voulais faire, c'est que si vous avez un enfant qui ne parle pas du tout,
pour qui l'adaptation est compliquée, qui frappe, qui tape à l'école et qui rentre dans des crises et qui rentre pas dans la scolarité, qui rentre pas dans les apprentissages et qui a un retard de langage, tout ça peut être lié au langage en fait. Parce qu'en fait, un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, bah, il va pas réussir à dire rends-moi ma pelle, tu m'énerves, il va taper, il va griffer, il va se rouler par terre, il va pleurer. Et moi, je reconnaissais pas mon fils parce que à la maison, ça se passe pas comme ça. Au centre aéré, ça se passait pas forcément comme ça non plus. Mais dès que c'est scolaire et que c'est contenu et qu'il y a un cadre rigide, c'est compliqué en fait. Et donc, c'est des enfants qui peuvent être très fatigables. Moi, ce que m'a expliqué la personne, le médecin du CAMS, c'est que ils se retrouvent comme dans une classe étrangère. Donc, en fait, ils comprennent pas. Moi, je me suis rendu compte que mon fils, il comprenait pas tout. En tout cas, à l'époque. Maintenant, ça, c'est à peu près rentré dans l'ordre. Mais par exemple, si la maîtresse, elle lisait une histoire au loin avec les élèves autour, je voyais bien, et c'est toujours le cas maintenant, il papillonne parce que c'est trop d'efforts sur le coup, parce qu'en fait, la réception du langage, la compréhension est complètement altérée, comme si nous, on écoutait dans une autre langue. Et l'expression, à l'époque, était quasi inexistante, en fait. Et donc, du coup, depuis, ça fait 1 an qu'il est en séance d'orthophonie, à raison de 1 fois par semaine. Ça l'a énormément aidé à progresser, il est toujours suivi par le CAMS. Le but, c'est pas de vous faire l'état de santé de mon fils et tout, c'est juste de partager un parcours d'enfant qui a peut-être un trouble des développements du langage oral ou une dysphasie. Et pourquoi je dis peut-être parce qu'en fait, quand j'ai commencé à voir les orthophonistes, le CAMS, ils m'ont dit, il a une trajectoire de... Parce qu'un enfant qui ne parle pas à 3 ans, c'est une trajectoire de ce type de trouble. Et qu'est-ce que c'est que ce type de trouble? C'est un handicap qui peut rester à vie. C'est-à-dire que c'est pas simplement un retard qui se rattrape, c'est que chez certaines personnes, ça va rester toute la vie. Ça veut pas dire qu'ils parleront pas, mais ça veut dire... donc déjà, il y en a qui parleront jamais vraiment, ce qui devrait pas être le cas de mon fils que maintenant il parle, mais il y en a qui gardent des problèmes de prononciation toute leur vie. Il y en a pour qui la compréhension orale... Les personnes qui ont un trouble du langage oral restera une difficulté toute leur vie, ça ne se compensera pas. Enfin, ça va se compenser, mais c'est un handicap comme quelqu'un qui a des gros problèmes de vision, ben, il va pouvoir trouver d'autres moyens d'appréhender son environnement, mais il aura toujours des problèmes de vision. Et en fait, quand on m'a pas parlé de ça tout de suite, en tout cas si on m'en a parlé, j'ai pas compris tout de suite. Et un jour, l'orthophoniste, elle me lâche le mot comme ça, dysphasie, elle me dit ouais, peut-être une dysphasie. Et sur le coup, je suis pas inquiète parce que je sais pas de quoi elle me parle. Et quand j'ai commencé à regarder sur internet et tout, je comprends que c'est un handicap, je comprends que ça ne se rattrape pas, je comprends que c'est des élèves qui sont en grandissant très en difficulté, qui pourront peut-être jamais accéder à des études supérieures ou à des études un peu complexes. Et c'est vrai que quand on lit le tableau, ça fait peur, quoi, parce que en réalité, quand j'en parle aux gens, on me dit toujours, et vous me direz certainement en commentaire, bah c'est pas grave, il fera ci ou ça, quel est le problème? Mais en fait, c'est sûr que quand c'est pas soi ou son enfant qui est touché, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais rêvé que mon fils il devienne ingénieur, astrophysicien ou je ne sais quoi. J'ai rien projeté comme ça sur lui, mais de savoir que peut-être qu'on me fasse comprendre, parce que je vais expliquer après certaines choses qu'on m'a dites, que il n'aura pas toutes les possibilités qu'il veut dans sa vie. C'est très compliqué à accepter en fait cette notion de handicap. C'est un mot dur et moi mon fils aujourd'hui il est suivi par la MDPH, donc c'est la maison départementale du handicap, et rien que ça c'est compliqué. Alors comme j'ai dit, c'est pas un handicap, c'est pas quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est pas quelqu'un c'est pas un enfant qui est déficient mental, et je sais bien qu'il y a des choses qui sont 10 fois plus graves que ça. Mais en fait, il y a toujours plus grave que soi dans la vie, et quand ça touche son enfant, c'est très difficile d'accepter ce type de mots, de se dire aussi que toute la scolarité va être compliquée. Moi, ça a été très compliqué l'année dernière avec la maîtresse parce qu'elle ne le supportait plus. Elle en avait marre, elle nous calculait plus. C'est à un stade où elle lui disait même plus bonjour le matin, ni à lui, ni à moi. Elle me demandait de le récupérer tous les midis.
Donc il faut imaginer les journées que j'avais à faire des allers-retours, parce qu'en plus c'est l'époque où on avait déménagé, changé de ville, et j'avais pas voulu sur le coup le changer d'école pour pas le perturber encore plus. Et du coup j'avais clairement une vie de femme au foyer à venir faire des allers-retours et tout, sauf que je devais encore gérer ma société. Mais en fait, quand on est de chez soi et tout, les enseignants, ils comprennent pas forcément, ils ont l'impression qu'on fait rien, alors qu'en fait, j'avais mon entreprise à gérer, j'avais tout à gérer, et je devais en plus assurer tout ça, en fait. Et bref, parfois, dans certaines structures, ils ont des mots, ils se rendent pas compte. Donc moi, j'ai pu aller au CESAD CROP et on m'a dit des phrases qui sont certainement vraies, mais du style « Oui, il sera jamais médecin ou ingénieur. » Mais en fait, mon fils, il a 4 ans, quoi. Si c'est un problème de langage, je sais très bien que les études sont compliquées, mais quand on nous dit que l'enfant que c'est des gens qui ont une intelligence normale, c'est juste le langage qui est compliqué, éventuellement la compréhension parfois aussi de l'écrit. Moi, j'estime qu'on est dans une société où on s'adapte de plus en plus aux troubles 10 et c'est tant mieux. Il y a l'intelligence artificielle maintenant qui va faire beaucoup de choses, il y a les ordinateurs, il peut y avoir de la correction écrite et tout. Moi, je veux pas mettre des barrières à mon fils, en fait, et j'ai pas... Quand on nous dit ça, oui, il sera peut-être pas médecin ou ingénieur, mais en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il aura pas une profession intellectuelle, en fait. Et ça, en tant que parent, on n'est pas prêt à l'entendre. Surtout que c'est faux. Justement, dans le podcast que j'écoutais et que je vous conseille, si vous avez un enfant ou si vous êtes vous-même touché par ce type de problème, il y a quelqu'un qui est devenu ingénieur en informatique, qui travaille en anglais à l'international, et pourtant il a une dysphasie, et on l'entend parler, et ça s'entend qu'il a une dysphasie. Et j'ai déjà vu, en me renseignant sur des forums, des femmes qui ont validé des licences en physique, parce que parfois c'est des enfants qui vont être très doués en sciences et tout, et en fait, il faut pas leur mettre de barrière, et en tant que parent, il faut pas se laisser mettre de barrière sur un enfant qui a 4 ans. Je veux dire, si à un moment, il est au lycée, qu'il a 17 ans et que vraiment, il n'y arrive pas, là, oui. Mais je pense aussi qu'en tant que parent, il y a certaines choses qu'on n'est peut-être pas prêt à entendre. Et ça fait aussi partie du chemin. Et ce qui est difficile aussi, c'est l'absence de diagnostic. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire voir mon fils, il avait 3 ans, on nous dit toujours un retard, ça peut se compenser. Donc on ne sait pas, on verra en fonction. Et en même temps, on m'avait dit à 4 ans, il faut qu'il parle normalement. Et aujourd'hui, il a 4 ans et demi et il ne parle pas normalement. Il parle, il s'exprime. On ne sait pas actuellement si c'est une dysphasie ou un trouble phonologique, c'est-à-dire un trouble qui serait uniquement sur la prononciation. Et dans ce cas-là, ça pourrait peut-être plus se travailler et plus se compenser. Mais ça, c'est difficile aussi parce que moi, je m'étais dit, quand il aura 4 ans, j'aurai une réponse. Et en fait, j'ai pas de réponse parce que c'est pas très clair et que chaque enfant évolue à son rythme. On me dit qu'il devrait parler normalement un jour et pas forcément à 17 ans, peut-être à 6 ou 7 ans. Donc j'ai déjà beaucoup de chance parce qu'il y a des enfants dysphasiques qui, même à 10 ans, ont toujours du mal à s'exprimer. Il y a aussi différents degrés de sévérité. En fait, c'est pas tout blanc ou noir, c'est pas... soit c'est un retard et ça se rattrape, soit c'est de la dysphasie et tout. C'est vraiment une sorte de spectre, un peu comme le spectre de l'autisme, ou même dans la dysphasie, il y a différents types de dysphasie et je vous invite à aller voir sur Google tous les détails parce que le but, c'est pas ici d'être dans quelque chose d'hyper précis parce que Internet le fera mieux que moi. Mais voilà, il y a par exemple des enfants dysphasiques qui vont pas réussir à mettre les mots dans le bon sens, qui vont pas réussir à faire des phrases, à formuler des phrases dans le bon sens. Les mots vont pas être conjugués, ils vont pas réussir à faire ce genre de choses. Moi, mon fils, il y arrive à peu près, par contre, il est toujours pas vraiment compréhensible. Pour vous donner un exemple, parce que quand on lit ce genre de choses, on se dit ça doit se rattraper, etc. Mais il faut se dire que c'est vraiment neurologique. Et moi, je vois qu'il y a quand même des difficultés, même si je vous ai dit le diagnostic n'est toujours pas posé. Mon fils, en 2 ans, j'ai jamais réussi à lui faire chanter une chanson. Et c'est pas faute d'essayer tous les soirs, au moment du coucher, lui faire répéter une phrase en séquentiel. C'est impossible pour lui alors qu'il a 4 ans et demi. Je ne peux pas lui faire dire le mot bus, police. Il va dire poli, il va dire bu. Et c'est aussi très frustrant en tant que parent de se rendre compte que on a envie de le secouer et de lui dire mais vas-y dis bus, bus, parce qu'en plus si vraiment il se concentre il y arrive, mais en fait c'est hyper difficile.
Et du coup, ces difficultés, les enfants les ressentent. Et c'est ça aussi qui génère beaucoup de crises d'énervement et tout, parce que, en tout cas pour mon fils, il aime pas se sentir en échec en fait. Donc dès qu'il est en échec, il va refuser les exercices. Et il faut savoir que il y a souvent lié à de la dysphasie, des troubles du langage oral, d'autres problèmes, parce que j'imagine que ça doit être dans une zone du cerveau où souvent les enfants 10 sont multi-10. Et ben, on va avoir des problèmes, par exemple, pour mon fils liés au graphisme. Donc mon fils, pendant 1 an, n'a pas voulu toucher un crayon de couleur parce que c'était trop difficile pour lui, il gribouillait, il n'y arrive pas, et lui faire prendre un stylo pour bien former les lettres, ben, il se sent en échec, il veut pas, c'est compliqué, et moi je suis la première à me dire, bah, je vais l'entraîner, bah, c'est pas grave, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais l'entraîner. Mais c'est très 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 compliqué parce qu'un enfant qui se sent en échec, il n'a pas envie, une fois qu'il rentre de l'école, en plus d'être encore en échec devant son parent, de encore faire des exercices. Et du coup, bon, quand il va grandir, j'espère que ça sera un peu plus simple, mais là c'est vrai qu'il a 4 ans, je peux pas moi le faire progresser, donc on peut mettre en place des séances d'ergothérapie, il y a des choses à faire au niveau du graphisme et tout, mais c'est vrai que en fait on se rend pas compte, parce que quand on en parle aux gens, des problèmes de langage et tout, des problèmes 10, ça a l'air de rien en fait quand on est extérieur. Moi-même avant, quand je disais oui, dyslexie, si, ça, on se rend pas compte, et c'est aussi le message de cette vidéo, c'est que en fait si les parents qui ont un enfant qui a un trouble 10, bah, peut-être qu'ils vont galérer pendant toute la scolarité de leur enfant, et je pense qu'il faut être à l'écoute de ces parents-là qui ont besoin de parler, comme vous voyez dans cette vidéo, parce qu'en fait moi j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi que je me bats au quotidien. Là j'ai encore eu une réunion là, pour le renouvellement du truc GVASCO de la MDPH. Bah voilà, c'est les profs qui vont nous dire, voilà, il y a ci, il y a ça, il est très fatigable, en fait, mon fils est toujours très très fatigable. Par exemple, il peut pas assurer une journée sans une sieste de 3 heures, donc il y a des adaptations, et ça, au niveau de la scolarité, c'est aussi, ça dépend sur quelle personne on tombe. Moi, l'année dernière, ça a été une catastrophe avec la maîtresse, elle voulait rien comprendre. Lors de la réunion de GVASCO, on était avec l'orthophoniste, on lui disait voilà, c'est compliqué pour lui, c'est comme s'il était dans une langue étrangère. Peut-être que si à un moment il y a tel atelier qu'il ne veut pas faire, bah, il faut peut-être pas insister y aller en frontal parce qu'on n'arrive à rien avec lui en frontal. Et en fait, elle disait oui, mais je vois pas pourquoi je ferais des exceptions pour lui, il n'y a pas de raison, comme si c'était un enfant mal élevé, je vois pas pourquoi je le favoriserais. Mais en fait, il faut réussir à faire comprendre aux enseignants qui ne sont pas toujours formés pour ça qu'il s'agit d'un handicap, et que c'est pas leur faire une faveur que d'adapter certaines choses. C'est comme dire, j'entendais ça dans un podcast et je vais le répéter parce que je trouve que c'est un très bon exemple, c'est comme dire qu'à un enfant qui a des problèmes de vue, bah, je vois pas pourquoi on lui donnerait des lunettes. Moi, mon fils, il a besoin de dormir. Je veux dire, il s'endormait à même le sol dans la cour. C'est pas un caprice, et s'il dort pas, il va être difficilement gérable et tout. Et heureusement, cette année, je suis tombée sur une maîtresse qui est compréhensive, qui le fait dormir à part, qui comprend aussi que quand il est de mauvaise humeur, qu'il se réveille, qu'il veut pas mettre les chaussures, bah, que c'est lié à sa fatigue. C'est un enfant de 4 ans, quoi. C'est pas un ado en crise. Et c'est vrai que ça, en tant que parent, c'est compliqué parce qu'on tombe tous les ans sur une nouvelle personne, et tous les ans, il faut refaire du travail d'information, et en même temps on se sent mal, on se sent coupable, parce que moi en début d'année j'avais encore beaucoup il a frappé, il a griffé, alors tous les jours je disais pas frappé, pas griffé, pas tapé, parce que tous les jours c'était un nouveau truc, il avait pas tapé mais il avait griffé, après il avait pas griffé mais il avait mordu, enfin, et en fait maintenant heureusement ça s'est rentré dans l'ordre. Il y a aussi ce qu'il faut savoir chez ces enfants là, c'est qu'il y a des périodes de progression qui sont énormes d'un seul coup, donc pendant plusieurs semaines on m'a dit vraiment là ça va beaucoup mieux. Et même en termes de comportement, il a une AESH 2 fois par semaine qui vient l'aider, et au début il n'arrivait pas à travailler avec elle pendant plusieurs semaines, il a fallu qu'elle l'apprivoise, et je pense qu'après chaque enfant est différent, il y en a peut-être qui sont plus conciliants que mon fils, mais mon fils il aime pas se sentir en échec en fait, et c'est pas des excuses que je lui trouve, c'est des choses que j'ai remarquées. C'est que dès qu'après il y arrive, bah, il est tout content de le faire, tout content de... Désolée pour ces bruits de travaux. Tout content de montrer qu'il y arrive, mais tant qu'il est dans cette phase où il n'y arrive pas, bah, il ne veut pas s'entraîner, et du coup l'écart se creuse encore plus. Et du coup c'est la 2e année où
on me dit qu'il n'est pas rentré dans les apprentissages de la moyenne section. Après, c'est un cycle, la maternelle, donc c'est pas grave s'il n'a pas les acquis de fin d'année, mais c'est vrai que moi, on me parle déjà de maintien en grande section l'année prochaine, et ça, c'est pareil, il a fallu l'encaisser, parce que, alors bon, moi aussi, j'ai redoublé ma grande section, donc ça m'a pas empêché de réussir ma vie, c'est pas grave, et je me dis, bon, bah peut-être que finalement, ça serait mieux pour lui, en fait, parce que je pense qu'il est assez jeune et immature par rapport à l'âge qu'il a, parce qu'il est né le 1er décembre, et du coup, peut-être que finalement, ça serait plus adapté pour lui. Mais bref, je suis désolée, là, je rentre dans les détails et tout, mais c'était... Pour moi, c'est important aussi de raconter comment ça se passe un peu au quotidien, les inquiétudes qu'on peut avoir, les inquiétudes sur l'avenir. Moi, c'est vrai que j'ai vu, il y a un jeune qui a une dysphasie qui fait des vidéos sur YouTube, et il a 18 ans, il a une prononciation qui est à peu près comme celle de mon fils, alors peut-être pas à ce point, mais on sent qu'il a des gros problèmes de prononciation. C'est une vidéo assez drôle sur la dysphasie d'ailleurs. J'essaierai de la mettre en barre d'infos si je peux. Et c'est vrai que cette vidéo, la première fois que je l'ai vue, moi elle m'a fait mal parce que je me suis dit, bah mince, mon fils peut-être qu'il va parler comme ça toute sa vie. Et en même temps, en la re-regardant plus tard, bah ce jeune, je le trouve top en fait, et je trouve qu'il est super drôle, et que finalement son défaut de prononciation, si on l'écoute une deuxième fois, on fait plus gaffe, et on voit que c'est un jeune qui est drôle, qui est sympa, qui est intelligent, et qui est tout ça. Et je pense que ces vidéos-là, elles font du bien, donc je me dis que peut-être que ma vidéo, je sais pas si elle fera du bien, parce que pour l'instant, je raconte plutôt les difficultés, mais je pense aussi que justement, cette absence de diagnostic, à la fois, elle est dure, mais en même temps, elle permet aussi de se préparer progressivement. Et moi, aujourd'hui, on n'a pas mis un mot précis, parce qu'ils veulent pas mettre un mot précis sur un enfant de 4 ans, mais clairement, l'orthophoniste me dit... il y a quelque chose de durable. C'est-à-dire que c'est pas juste un simple retard. Maintenant, ça peut être un trouble phonologique, ça peut être du coup une dysphasie légère, parce qu'il y a des dysphasies sévères, et il y a des degrés de sévérité, et c'est vrai qu'au CAMS, ils m'ont plutôt rassurée, ils m'ont dit, voilà, ça devrait être léger, ça veut dire que peut-être que toute sa vie, le langage sera quelque chose d'un peu complexe pour lui. Ça peut vouloir dire que quand il sera fatigué, il aura du mal à un peu s'exprimer. Si c'est juste ça, voilà, c'est vrai que le côté des études, moi, me fait peur, parce que apparemment, et c'est vrai que j'arrive pas trop encore à comprendre pourquoi, mais même les énoncés écrits, du coup, sont compliqués chez ces enfants-là. Donc évidemment, dans le système scolaire qui est pas forcément adapté, ben, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que accepter de me dire qu'il pourra peut-être pas faire ce qu'il veut dans la vie, alors qu'il a peut-être le niveau d'intelligence ou d'envie, de motivation, ça me fait peur en fait. Mais bon, bah, on verra bien, il faut prendre les choses au fur et à mesure. Il faut apprendre à se dire qu'il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en son enfant. Et surtout, je pense qu'il faut vraiment le soutenir, quelle que soit la voie dans laquelle il ira, même si c'est pas ingénieur polytechnicien ou quoi que ce soit. Je plaisante parce que je peux donner l'impression dans cette vidéo que j'ai ce type d'envie pour mon fils, mais en réalité même pas. Moi j'ai fait des grandes études, j'ai un doctorat en microbiologie, je me suis accomplie à ce niveau-là. Au final, je travaille dans un truc qui a rien à voir, et j'ai fait autant d'études dans ma vie pour me prouver quelque chose, et au final, je suis arrivée à la fin et ça m'avait rien prouvé, ça m'avait pas permis de gagner confiance en moi, et du coup, j'ai pas forcément pour mes enfants une ambition... j'ai plus rien à me prouver à ce niveau-là, et c'est certainement pas via mes enfants que je vais me prouver quelque chose. Donc moi, par exemple, si mon fils il était passionné de pâtisserie et qu'il voulait devenir pâtissier, ou s'il voulait devenir maçon, ça me pose aucun problème. Mais c'est vrai que de me dire s'il a 18 ans et qu'il a envie et qu'il n'y arrive pas, et que du coup il est obligé de faire un job plus alimentaire ou sous-qualifié parce que juste bah il peut pas, bah c'est quand même dur à encaisser. Et c'est vrai que ça c'est assez difficile, parce que quand on en parle aux gens, évidemment les gens ne sont pas eux-mêmes dans la situation, et donc pour eux c'est pas grave, parce que évidemment que c'est pas grave, oui bah c'est pas grave, il faut de tout, il faut de tous les métiers et tout, mais je pense qu'il faut être soi-même concerné pour se rendre compte que bah quand on a un enfant qui a 4 ans ou même qui a plus, de se dire qu'il pourra pas faire tout ce qu'il veut, bah, en tant que parent, si c'est grave en fait, c'est pas rien. Et je sais qu'il y a bien pire comme handicap, qu'il y a, voilà,
Le but, c'est pas de me lamenter ou de me lamenter sur mon fils, c'est vraiment de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui est peu connu. Les gens vont entendre parler de la dyslexie, de la dyspraxie, de la dysorthographie, de la dyscalculie, mais en réalité, la dysphasie, donc le trouble de développement du langage oral, c'est un des dys le plus grave et le plus handicapant. Et on n'en entend jamais parler, alors que je crois que c'est environ, alors ça dépend des pays, mais 7% des enfants qui sont touchés, majoritairement des petits garçons. Donc voilà, moi je pense que mon fils peut-être en fera partie. J'espère que ça sera léger pour lui. Je me bats au quotidien pour qu'il puisse dire bus et police. Oui, en fait c'est toutes les fins de phrases, toutes les fins de mots avec des syllabes un peu silencieuses, genre dorme, il va enlever tout ça. Donc on le comprend quand même, mais en disant qu'il s'exprime comme un enfant de 3 ans, quoi. Pour le coup, ma fille a 3 ans et elle s'exprime aussi bien que lui, voire, je dirais pas mieux, mais elle prononce mieux. Et en fait, il y a aussi ce truc, j'en ai pas parlé, mais de la culpabilité qu'on ressent en tant que parent, en tant que maman. Moi, je me suis longtemps sentie responsable de son retard de langage. J'ai beaucoup travaillé de la maison, pour comme un diadème, avec mes volumateurs capillaires et tout. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas forcément hyper stimulée. Moi, je suis pas une maman qui va faire des dessins, des collages, des activités. Tout ça, c'est pas des trucs qui me passionnent. Donc c'est vrai que mon fils, je m'en occupais, j'étais à la maison, je l'amenais au parc, je lui parlais et tout, mais il a peut-être pas été aussi stimulé que s'il était allé en crèche, que s'il était allé chez une nounou. Faut savoir qu'en crèche et tout, ils leur apprennent déjà des trucs de maternelle, leurs étiquettes, leurs trucs, ils leur font mettre des points sur une ligne et tout. Moi, il avait pas connu tout ça, donc c'est vrai que... Puis en plus, il voulait pas du tout colorier, donc je me suis longtemps dit que c'était de ma faute. Mais en fait, ma fille la plus jeune, alors elle, on l'a mis en crèche la dernière année, histoire de aussi l'adapter un peu plus à la collectivité, parce que moi, mon fils, c'était le petit prince, quoi. Il avait envie de dormir le matin à 9h, à 10h, avant de rentrer à l'école, il faisait une sieste de 2h le matin, une sieste de 2h l'après-midi. Donc c'est sûr que quand il est rentré à l'école, ça a été compliqué. Et ma fille, qui a quand même moins besoin de sommeil, on l'a mis un peu à la crèche, aussi pour que la sociabilisation soit plus simple. Et aussi, je veux vraiment être porteuse d'espoir parce que mon fils a énormément évolué en 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, il parlait pas. Maintenant, il parle, il dit des phrases à l'imparfait, on comprend ce qu'il dit, il nous raconte plein de trucs. Alors, je comprends pas toujours tout. Des fois, il me raconte des trucs, je comprends. Et des fois, ça m'énerve. En plus, je dis, mais je comprends pas. Parce qu'il me parle, et je comprends pas. Mais quand même, il y a des progrès qui sont par moments fulgurants. Donc, faut pas non plus paniquer si à 3 ans, votre enfant parle pas. Parce que déjà, des retards peuvent se rattraper. C'est pas tous les enfants qui parlent pas à 3 ans qui ont des troubles 10 ou des troubles phonologiques. Il y en a pour qui ça se rattrape plus ou moins vite. Et surtout, moi, elle m'a quand même dit, l'orthophoniste, qu'il devrait parler normalement à 6 ou 7 ans. Donc on a quand même de la chance à ce niveau-là, parce que c'est pas le cas de tous les enfants qui ont... Enfin, il y a des choses beaucoup plus sévères que ça, il y a des enfants qui n'arrivent pas à former les phrases dans le bon sens. Donc lui, ça serait peut-être vraiment focalisé sur la prononciation. Et quand c'est ça, ce que j'ai lu, c'est que y a un meilleur pronostic sur la durée, en fait, quand c'est simplement lié à la prononciation, parce que la prononciation, ça se travaille quand même. Mais c'est vrai que c'est tellement frustrant de voir qu'il y a certains mots que j'essaie de lui faire dire. Je dis, il me dit bus, et il me dit bu, je dis bus. Et en fait, en se concentrant, il y arrive, mais ça lui demande un effort. Et bref, donc je voulais être porteuse d'espoir. Il a énormément évolué en termes de comportement, ça va de mieux en mieux. Après, il est toujours fatigué, c'est le seul de sa classe qui a besoin de faire des siestes. Clairement, quand je le vois avec les autres enfants, je vois les problèmes de langage. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que c'est des ados, souvent, c'est compliqué psychologiquement aussi pour eux, parce qu'ils sentent qu'ils ont un handicap. Et c'est très compliqué à accepter quand on est ado. Moi-même, mon fils, quand il a eu l'AESH, il comprenait pas pourquoi c'était lui tout seul, qu'il y avait une fille qui venait l'aider. Ça le discrimine un peu, en fait. Et du coup, un suivi psychologique peut être important. Alors nous, on n'a pas mis ça en place pour le moment, parce que j'ai l'impression qu'il est bien dans sa peau, et ça me fait plaisir quand même.
de voir que c'est un enfant qui a l'air heureux, qui est quand même équilibré et qui il a des copains, il a des amis, il n'est pas rejeté à cause de ça. Ce qui pouvait être le cas l'année dernière, il parlait pas du tout, il n'avait pas trop de copains, il jouait beaucoup tout seul. Maintenant, il est très bien intégré dans sa classe, il sympathise avec tout le monde. Quand je me balade dans la rue, il y a tout le monde hey, « Hello Grégory, hello mon pote » et tout. Je me dis « Bon, bah cool ». Mais voilà, c'est pas un parcours simple. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je pense que si il y a une maman stressée comme moi un jour, ou un papa stressé qui fait une recherche sur YouTube, comme moi j'ai pu faire, bah, il sera peut-être content de trouver un témoignage, de ne pas se sentir seul sur le sujet. S'ils ont envie d'échanger et tout, vraiment n'hésitez pas, parce que moi j'ai besoin d'échanger sur ce sujet-là, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que je suis dans cette spirale-là et que j'en parle pas forcément, parce que c'est vrai que ça peut aussi être considéré comme des choses qui relèvent du privé et puis qui relèvent de mon fils, etc. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de diagnostic. Je pense que peut-être que je referai un point d'ici 2-3 ans pour partager un petit peu les choses importantes à mettre en place dans la scolarité, comment faire. Enfin, je pense que aussi la prise en charge est très importante. Si vous avez un enfant qui ne parle pas à 3 ans, allez voir un orthophoniste. Laissez pas les choses comme ça, même si tout le monde vous dit dans la famille c'est rien, c'est rien. Bah, peut-être que c'est rien, mais peut-être qu'il y a une dysphasie ou un trouble du langage oral, et plus c'est pris tôt, plus c'est pris en charge, et mieux c'est. Et il faut savoir que nous, il a été pris en charge par le CAMS, il va peut-être être pris en charge aussi par le CSAT CROP, il a été pris en charge par une plateforme qui s'appelle la PCO. On a droit à des séances d'orthophonie gratuites, on a droit à des séances d'ergothérapie gratuites, on a eu plein de bilans, et en fait, être bien pris en main, c'est important, parce que même psychologiquement, déjà c'est très bon pour l'enfant, mais même psychologiquement, être accompagné, même par la MDPH, tout ça, ça n'a pas de prix. Et surtout au niveau des profs et tout, avoir des réunions tous les ans, ça cadre les choses, ça permet de parler aux profs clairement lors d'une réunion avec les orthophonistes, les professionnels de santé, d'expliquer les problèmes que rencontre notre enfant en fait, et de les sensibiliser, et c'est vraiment hyper important pour que tout se passe bien. Et moi j'étais vraiment contente cette année de tomber sur une maîtresse qui était top, qui était compréhensive, et je la remercie énormément. Je pense pas qu'elle regardera cette vidéo parce qu'elle n'est pas au courant que j'ai une chaîne YouTube, mais je sais qu'elle en pouvait plus de mon fils parce que je la voyais le soir, des fois elle était exaspérée, elle disait oh, aujourd'hui mais je la comprends, je compatis. Mais elle est compréhensive, et on sent que c'est quelqu'un qui aime les enfants, et j'ai eu de la chance cette année, parce que c'est apparemment pas tout le temps comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé si vous êtes concernés. Et si vous n'êtes pas concernés, je pense que c'était important aussi de faire connaître ce problème-là. Et je ferai peut-être d'autres vidéos plus tard quand j'aurai d'autres informations à transmettre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.